Merci d'être avec nous pour le dessert de cette soirée dans la boîte avec ton livre Miam. Oui, Miam, cette circonstance. Cette circonstance et le titre fait beaucoup parler, sache-le. Alors on va en parler un petit peu, mais pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Avant de parler de ce livre, moi je te propose qu'on fasse connaissance avec toi parce que on peut pas s'en empêcher ici de faire connaissance avec les personnes. Je réactive notre portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Gardez en tête les réponses de Petroni. Je sais pas si t'as tout entendu, tu peux pas lui piquer ses réponses. Oui, si, j'ai suivi. Non, je vais pas lui piquer. Ça, j'imagine. Si tu étais... Chacun son style. Ah, ça, c'est sûr. On va... Et il y a des choses qui seront probablement similaires, mais il y a des différences aussi. Je vous invite à être très, très, très attentif parce que c'est assez passionnant à écouter. Vous allez voir. Si tu étais un livre de chevet, on va commencer par là. Lequel choisirais-tu et pourquoi en quelques mots, cher Christophe? J'ai droit à la BD? Tu as droit à la BD, mais bien évidemment. Bien évidemment. Ah bah alors, si j'étais un livre de chevet, je pense que je serais La quête de l'oiseau du temps de Loisel et Le Tendre. Parce qu'en fait, c'est un des rares ouvrages, un des rares livres où à la dernière page, j'ai pleuré. Voilà, mais vraiment à la dernière page. T'en prends une grosse dose d'émotion. Tu passes par toutes les phases pendant les quatre tomes. Et puis à la dernière page, il y a toute la pression qui se relâche. Et c'est tout juste magnifique. Voilà. Donc, La quête de l'oiseau du temps. Et j'en profite pour dire, parce qu'on me pose souvent la question, oui, les amis, si vous lisez de la bande dessinée, vous lisez en fait. Hein. C'est pas honteux, loin de là. Hein. Oui. C'est très très chouette. Et je dirais même les petits dicos, les livres de blagues, les livres de cuisine. Vous savez, je le dis souvent, un magazine, c'est de la lecture. Hein. Donc, faut pas se dévaloriser comme ça. Ce qui est chouette, c'est de découvrir des univers. Et ça peut être avec un magazine de sport aussi, ou une bande dessinée. On en parle souvent avec notre chroniqueur Jordan. On le retrouve bientôt. Bref, petit aparté pour dire non, n'ayez aucun doute là-dessus. La bande dessinée, c'est excessivement chouette aussi. Si tu étais un format, d'ailleurs, est-ce que tu prendrais le poche, le grand format ou autre chose? Je serais une bande dessinée. Et on peut en parler parce que tu avais un métier en lien avec la bande dessinée à une époque. J'ai commencé dans la bande dessinée, en fait. C'est ça qui m'a amené dans le premier pied, en fait, c'est par le biais de la bande dessinée, le pied dans le monde littéraire. Voilà. Donc je me suis détaché pour rentrer dans l'écriture pure, mais au départ, je suis rentré là-dedans, en fait, par le biais de la bande dessinée. Ouais. Et au passage, on dit superbe couverture. C'est David qui nous dit ça. Je suis assez d'accord. Elle est vraiment chouette. Elle laisse présager un très bon livre, oui. Et c'est un très bon livre, vraiment. Si tu étais une maison d'édition, laquelle choisirais-tu? Ça, c'est chaud comme question. Une fois mort, la Pléiade, mais là, de mon vivant, ma maison d'édition, parce que ils m'ont fait confiance et je suis très content qu'ils aient osé parier sur moi. Enfin, voilà, donc là, des livres et du rêve. Voilà, si j'étais une maison d'édition, ce serait eux, pour l'instant, de mon vivant. Et on en profite, parce que c'était une de mes questions, mais est-ce que tu veux en dire un petit mot, les présenter, pour les gens qui ne connaîtraient pas cette maison d'édition? Voilà, qu'est-ce qui a fait que ça a matché avec eux? C'est une jeune maison d'édition, en fait, qui est basée à Vence, en région PACA. Et qu'est-ce qui fait que ça a matché avec eux? En fait, un alignement des planètes, parce qu'il y a quand même une part de hasard qui... Faut pas se leurrer, c'est pas en envoyant ton manuscrit à des dizaines de maisons d'édition et puis bien souvent, t'as pas de retour, ou t'as une lettre type où on te dit c'est intéressant, mais finalement non, parce que vous êtes qui, vous, monsieur? Et puis moi, c'est mon premier roman, et en fait, c'est par le biais d'une rencontre sur Facebook, dans un groupe,
ou quelqu'un, donc j'en profite pour la saluer, c'est Béa Gatti, qui m'a suggéré en fait d'envoyer mon manuscrit à cette maison d'édition, Angie Lolia, qui est mon éditrice actuelle. Et je lui ai envoyé, voilà, sans plus d'espoir que ça. Et en fait, 2 jours après, elle m'a contacté, elle m'a dit bah, je veux te signer tout de suite, quoi. Parce que Comme je la voilà, comprends. j'ai attaqué ton bouquin et voilà. Et donc, bon, Comme, bah, comme je la là, t'es comprends. content, tu vois, quand Ah oui, ça je veux bien croire. Et puis, puisqu'on est dans les messages où on est content, bah, je vais lire celui d'Annick. Bonsoir Christophe, je vais bientôt le lire. Enfin, depuis tout le temps que j'ai envie de connaître Miam, il m'a interpellé tout de suite et je trouve la couverture magnifique. Ça revient souvent, cette histoire avec la couverture. Je t'écoute avec grand plaisir ce soir. Oui, on en parlera éventuellement. Évidemment, mais évidemment, je trouve très agréable de découvrir la voix des auteurs que nous aimons. Eh bien, si je peux faire ça, Annick, j'en suis ravi. En attendant, si tu étais un rayon dans une librairie, parce que tu fais plein de choses différentes, lequel choisirais-tu? Bah, j'en reviens toujours à la bande dessinée, parce qu'en fait, quand tu vas dans une grande enseigne, une grande librairie, et qu'il y a plusieurs différents types de rayons, ce qui est intéressant, c'est qu'au rayon BD, il y a des gens qui sont assis, qui sont en train de lire, et c'est de tous âges. Et c'est ce mélange, et c'est le fait que les libraires, en général, ne chassent pas les gens qui sont en train de lire la bande dessinée au lieu de l'acheter. Ils les laissent, il y a une sorte de bienveillance, et tu rencontres des gens, des enfants, aussi bien des enfants que des personnes âgées, des couples, des familles, il y a de tout. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui me plaît en fait dans l'univers de la BD, c'est le côté justement où tout le monde y vient, et de là, tout le monde peut partir dans différents univers, dans le sens où, là, dernièrement, on voit beaucoup de romans, par exemple, qui sont mis en BD, que ce soit Au revoir là-haut, Erectus, son nom m'échappe, Xavier Muller, il y a eu Sapiens, et ces BD glacés aussi de Bernard Minier, ces BD peuvent amener les gens vers du cinéma, vers du roman, vers de la poésie, du théâtre, vers de la science aussi. Donc c'est pour ça que je trouve la bande dessinée très complète, et qui permet de toucher beaucoup de gens en fait. Voilà. Si tu étais un marque-page original, avec quoi marquerais-tu la page? Du fil dentaire. Mais pourquoi pas? Parce que, en fait, une fois que tu as mangé et que tu es en train de lire, des fois tu as un truc coincé dans la dent. Et faire comme ça, bah, ça te déconcentre, tu perds un peu le fil, alors t'en prends un, donc tu prends le dentaire, et puis comme ça, tu peux bien reprendre ton histoire sans être dérangé par un morceau de je ne sais quoi. On va pas rentrer dans les détails. Non, parce que cet homme a écrit Miam. Si tu étais un personnage, fictif ou réel? Alors, j'ai une certaine affection pour Patrick Bateman, le héros de American Psycho, écrit par Bret Easton Ellis, parce que ce gars est fou, mais personne s'en rend compte parce que tout le monde est fou. Et c'est assez fascinant de voir un gars qui gagne très très bien sa vie et on le voit jamais travailler, et qui est quand même bien barré, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, donc Patrick Bateman. Patrick Bateman est dans le chat, comme ça tu sais. Le belge Kelly nous dit « J'aime beaucoup ton point de vue sur la BD » et Marvin ajoute « Il a raison concernant les rayons BD, cela fait tellement plaisir de voir les enfants ou les adultes, d'ailleurs, lire les livres directement dans les rayons. Ça fait une ambiance particulière. Si tu étais un temps de conjugaison, quel choisirais-tu » Le présent, ici et maintenant. Je développe? Non. Si tu veux. Je te laisse la possibilité. Mais ici et maintenant, en fait, voilà.
Parce que le présent, c'est maintenant que ça se joue. Le futur, c'est plus tard. Et le passé, c'est trop tard. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Si tu étais une musique ou la bande son, par exemple d'un de tes livres, qu'aimerais-tu y voir? Ah, dans de mes livres. Euh, c'est compliqué comme question. Je manque de recul. Mais pour une bande son, moi je suis hyper fan de la bande son de Highlander euh, par Queen. Mhm. Voilà, A Kind of Magic. Et toute la bande son, elle est vraiment géniale et elle colle parfaitement au film que j'adore aussi, qui est un de mes films préférés. Ça fait un peu vintage de dire ça, mais voilà. Sinon, concernant mes bouquins, ce sera assez éclectique en fait. Il y aurait aussi bien du punk que de la techno, que de la musique classique, de la variétoche, du Born to Be Alive pour, pour voir Petronil danser Plus, pendant qu'elle lit. plus 38. Oui, et c'est assez marrant parce que on parlait d'Alice au Pays des Merveilles en début de soirée. Tu sais, sur Highlander, qu'on leur coupe la tête, on est dans le thème. Merci. Merci pour tout. Et bonsoir, et bonsoir à Sylvie, la polardeuse. C'est vrai que le chat n'aime pas les majuscules, mais on est ravis de t'accueillir. Si tu étais un signe de ponctuation, Christophe, lequel choisirais-tu? Eh ben, je serais le parent pauvre, je serais le point-virgule, parce qu'on ne met jamais suffisamment en avant ce pauvre point-virgule. Même le regretté Cavana voulait le tuer. Il disait vive la virgule, à mort le point-virgule. Moi, je suis pas d'accord. Voilà, c'est le point-virgule est notre ami. Sauvons le point-virgule. Il mérite toute notre attention. Et Kiko le dit dans le chat, hein, je pose cette question-là à quasi tous les invités pour des longues interviews. C'est dingue. J'ai pas compté, je sais pas Kiko si t'as la liste, mais j'ai pas compté, mais il y a vraiment beaucoup d'auteurs qui répondent le point-virgule. Et c'est très drôle parce que donc, Ah oui? sur ce coup-là, on va pas être d'accord si j'ai rien contre le point-virgule, mais moi j'en mets jamais. Jamais, il y en a pas un seul dans mes livres. Et donc c'est vrai que ça nous surprend toujours. Mais écoute, si on lance une pétition, pourquoi pas. Dernière petite question pour ce portrait chinois oui. littéraire pour déjà faire connaissance. Si tu étais un verbe, lequel choisirais-tu? Alors, je serais un verbe. Je serais le verbe cohérer, qu'on n'utilise pas souvent, Je mais confirme. qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut être cohérent. Voilà, ou rendre cohérent. Donc, parce que c'est ça qui manque dans notre ici-bas, dans notre monde actuel, le manque de cohérence. Donc voilà, je vote aussi, je milite pour la cohérence. Et le verbe Cohérons, cohérons. cohérons, le verbe cohérer. Je sais pas si vous l'avez utilisé souvent dans votre semaine, celui-là. Et Kiko nous dit on n'est pas loin des 50% quand même avec les points-virgules, donc tu n'es pas seul et il y a peut-être un truc à faire. Je dis ça, je dis rien. Ah ouais. Tu prends, Ah, tu bon, prends ça pas. va. Oui, oui. Ah ben le Un point-virgule. collectif à monter, quoi. Après, on l'utilise beaucoup. Aya, tu as raison, hein, on l'utilise beaucoup pour faire des smileys, le point-virgule. Donc, il est très important. Il fait des clins d'œil. Christophe, je suis vraiment C'est vrai. très heureux de te recevoir. On va évidemment parler de ce livre Miam. Et moi, c'est une lecture que j'adore vraiment pour plein de raisons que je pourrais pas vous donner parce que j'ai pas envie de vous gâcher le livre que vous allez probablement aller lire très bientôt et acheter. J'ai une première question et ça va te faire tomber de ta chaise tellement elle est originale. Mais est-ce que tu peux nous pitcher et nous raconter de quoi parle ce livre Miam dont on voit la couverture oui, je fais ça, je pose des questions renversantes dès le début. De quoi parle ce roman pour les gens qui nous écoutent et qui ne le savent pas du tout? Eh ben, Miam, ça raconte, en fait, pour je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme dirait le poète. Mais en 1999, entre Noël et le jour de l'an, il y a eu ce qu'on a appelé la tempête du siècle, et qui répondait au doux nom de Lothar. Cette manie de donner des prénoms aux tempêtes. Et donc l'action se situe ça commence en fait
peu après Lothar. Et il s'avère que cette tempête a fait énormément de dégâts sur la partie nord de la France, dont Paris a été incluse dans cette zone de dégâts pour des milliards de francs à l'époque de dégâts, des centaines de victimes. Elle a commencé dans l'Atlantique pour se terminer en Allemagne. Et au cimetière de Pantin, il y a eu des dégâts. Un caveau a été rompu, un cercueil brisé, et le cercueil d'un enfant de 3 ans, le petit Daniel Lechu, qui est décédé depuis 16 ans. Et il s'avère que quand les services municipaux s'aperçoivent en faisant le ménage, on va dire, dans le cimetière, ils s'aperçoivent que le gamin n'a plus ses côtes. Voilà, les côtes ont été délicatement sciées, découpées, enfin c'est propre. Donc la police se met sur l'affaire, mais c'est un petit peu le chaos aussi, vu que bon, il y a vraiment c'est Beyrouth, la ville, le cimetière, ils sont débordés, la police, les secours. Donc les parents qui sont bouchés décident de prendre les choses en main et de mener eux-mêmes l'enquête. Donc voilà, que s'est-il passé? Qui que quoi? C'est ça un peu l'histoire. Et c'est ça un peu l'histoire. On va pas en dire beaucoup plus, parce que c'est un livre plein de suspense. Marvin nous dit « Voyons la couverture de Miam, j'ai eu la soudaine impression de voir le style de dessin du dessinateur Petit Luc qui a créé les personnages des Rats. Ah. » Et oui, moi, c'est sympa mais non. Ce que vous voulez, vous l'avez en général ici. On va parler de ça tout de suite parce que c'est ce qui finalement fait beaucoup parler. En attendant que tu expliques le pitch si bien, tu as si bien fait ça, bravo. C'est un exercice compliqué. Cette couverture, elle fait beaucoup parler, elle donne très envie. Quelle est son histoire? Raconte-nous. En fait, à la base, mon éditrice m'a demandé si j'avais éventuellement une idée pour la couverture, et par rapport justement à l'histoire du livre, où certains l'auront quand même compris à travers le titre, ça tourne un peu autour de la bouffe, de la nourriture. J'ai vaguement imaginé cette couverture, mais voilà, en donnant 3 détails, un verre de vin, une assiette, un temps pourri, et voilà, sans aller plus loin. Moi, je sais pas dessiner, hein, les bonhommes, c'est des ronds et des bâtons. Et elle m'a renvoyé ça, en fait. Et donc là, tout de suite, j'ai halluciné, parce que en gros, c'était un peu ce que je voyais sans le voir. Et donc, je suis carrément tout de suite tombé amoureux. Et il s'avère que c'est un gars qui s'appelle, donc, j'ai noté son nom pour pas dire de bêtises, qui s'appelle Nicolas Devergy, que je salue s'il nous suit, qui est tatoueur, en fait, et qui a commis cette couverture, et il y a rien eu à changer, en fait, direct. Moi, j'ai dit OK, mon éditrice, elle a dit si t'es content, moi je suis contente. Mais on est parti là-dessus. Voilà, ça s'est fait comme ça. Mais il est vraiment très talentueux, parce que il travaille sur d'autres couvertures aussi de la maison d'édition. Enfin, ils sont plusieurs, mais voilà, lui qui a commis ma couverture, vraiment très content, et bravo. Et donc, et merci. On peut dire qu'il a cohéré son travail avec ton texte. Et ça, c'est beau. Sans l'avoir lu, hein. Il a même pas lu le livre. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Voilà. Oui. Alors, le titre aussi fait beaucoup réagir. Alors, on peut pas en dire grand-chose. Du coup, je te pose une question sur les titres en général. Est-ce que ça se trouve facilement, un titre, quand on est auteur? Figure-toi que le titre, ce titre-là, c'était un titre provisoire. Et puis toujours avec mon éditrice, au moment où réfléchir pour trouver un titre, on s'est retourné le cerveau, on a demandé dans notre entourage,
Et puis, bah, il y a rien qui venait, quoi. Donc, on est revenu sur Miam et on s'est dit, bah, en fait, finalement, c'était lui le plus cohérent de tous les titres. Donc, on a gardé celui-là. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est la première idée, finalement, qui est la bonne, quoi. Alors tu le disais dans ton pitch, mais qui a beaucoup intéressé Raphaël, hein, qui dit que c'est très attirant ce que tu nous as expliqué. Tu parlais de ce jeune garçon à qui il manque ses côtes. On est sur une enquête de la police, et puis on est sur une enquête Oui. de personnes lambda qui pensent que l'enquête de la police ne va pas assez vite. C'est un Voilà, terrain c'est de ça. jeu, c'est un terrain de jeu amusant. Comment as-tu construit tout ça, puisque finalement les deux enquêtes sont les mêmes, mais pas les mêmes. Bah, en fait, contrairement à Pétronile qu'on a entendu précédemment, euh, ouais, moi, je suis un peu feignant par rapport à ce qui est documentation sur la jurisprudence, les procédures. Et puis, il y en a qui font ça tellement mieux que moi. Enfin, c'est des Olivier Norek ou des Eric Oliva qui sont, en gros, c'est leur métier, ils viennent de là. Donc, euh, donc, en général, ce que je fais, c'est que les flics sont plutôt en deuxième plan. Je préfère que l'action ou la recherche ou les enquêtes soient menées par des personnes ou lambda ou euh, par exemple un journaliste. Euh, parce que c'est plus facile en fait de partir dans un délire sans avoir à respecter des codes. L'idée, elle était là. Donc, je me suis quand même un petit peu documenté par rapport aux procédures policières, mais pas plus que ça. Je me suis surtout attaché à faire comme si c'était moi qui enquêtais. Enfin, je me mets à la place des parents et j'essaye de trouver les bonnes solutions sans avoir la carte de police qui permet d'avoir accès aux, aux différents fichiers, je sais pas, aux empreintes digitales, à tout, à ouvrir, à avoir des portes qui s'ouvrent. Donc j'ai fait ce choix-là, un peu par fainéantise et aussi pour faire quelque chose de différent. Voilà. Et ça change des parents comme ça finalement qui font leur enquête à leur manière. C'est original. Je vous en dis pas beaucoup plus parce que ce serait terriblement triste. On en parlait avec Petroni, tu le disais aussi. Moi, alors ça retient mon attention, on va dire ça comme ça, c'est la longueur des chapitres. Alors, il y a des chapitres très courts, on va en parler juste après, mais il y a des chapitres plus longs. Euh, c'est pas la tendance actuelle de ce que j'ai pu lire, en tout cas dans les thrillers. Mhm. Euh, Petroni le disait tout à l'heure, 6-7 pages, et là parfois on est sur plus de pages. Alors j'en profite pour vous dire, ce qui moi m'impressionne beaucoup, c'est qu'en général, on fait des chapitres courts pour qu'il y ait du rythme, pour que vous ne vous ennuyez pas, pour que vous tourniez les pages, pour qu'on appelle ça un page turner. Et ce qui est fou, c'est qu'avec des longs chapitres, toi t'y arrives. Et je dirais pas que je suis jaloux, mais pas loin, parce que je pense que ça doit être très 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 compliqué à faire. C'est-à-dire que vous avez de la matière dans les chapitres qui sont plus longs, mais un rythme quand même très très fort et très soutenu. Est-ce que c'était une volonté comme ça de prendre ton temps pour certaines scènes, avec certains personnages, pour bien creuser ce qui se passe, avec qui on est? Est-ce que c'était ta manière d'aborder les choses en tout cas pour ça? Bah, en fait, pour mon premier roman, j'avais eu un retour qui m'avait vraiment super marqué d'un libraire qui m'avait dit: c'est bien ton roman, mais ce qu'il y a, c'est que tu as voulu trop en dire en condensé. T'avais trop d'idées que tu as trop mis en même temps. Et donc, du coup, ça en fait trop. Donne du temps au temps. Et j'ai retenu la leçon. Et, et donc, du coup, j'ai pris le temps pour chaque chapitre que le lecteur il s'installe bien, qu'il soit là dans l'environnement et qu'il s'immerge assez rapidement. Hein. On n'est pas non plus là en train d'écrire un trou de serrure pendant 19 pages à la Balzac,
Mais l'idée, c'est que les gens puissent bien s'installer, qu'il se passe des choses, évidemment, et puis à la fin du chapitre, qu'ils se disent ah putain, j'étais bien, ah j'étais bien là. Et mais que quand ils attaquent le chapitre suivant, bah, que ça, le processus reprenne une nouvelle fois et que bah, ils se réinstallent dans un autre univers avec d'autres personnages. Et voilà, l'idée, c'est ça en fait. C'est que tu es bien dans ton canapé et puis d'un coup, bah, on sonne à la porte. Donc, tu vas prendre ta petite livraison, ton petit Uber, et puis tu viens t'installer dans le canapé, et puis tu changes de menu, quoi. Voilà. Alors je vous l'avais promis, mais je vous le dis, en plus à cette heure-ci on peut. Pour l'anecdote, donc moi forcément je lis Miam, déjà parce que tu venais et parce que c'est un très bon livre. Donc c'est intéressant. Merci. Et je disais, j'ai pas pu le finir parce que les choses se sont un peu agitées cette semaine, c'était pas trop prévu, logiquement j'étais tranquille pour le terminer. J'ai pas pu, et bien clairement je vais le finir, ça c'est une évidence. Mais pour l'anecdote, je me disais qu'il fallait quand même pas que je traîne parce qu'il fallait que j'ai lu a priori pour te recevoir ici. Et j'ai dit un jour, j'étais assez fatigué, je finis mon chapitre et je m'endors aussi, je vais au lit aussi. Mais sauf que j'avais pas estimé la longueur du chapitre. Et je pense qu'on était à deux doigts d'avoir un avis de recherche par rapport à ma présence ou quelque chose comme ça, hein, parce que on s'est dit, mais non, en fait, t'as lu 3-4 chapitres, t'es emballé dans le livre, ça va, tu peux me le dire. J'ai dit, mais non, en fait, c'était juste un très très beau chapitre, un peu plus long, mais très très chouette. Et que vraiment, je trouve que c'est une très très belle explication, parce que c'est mon témoignage de gars en train de le lire. Mais ouais, on est bien, et malgré tout, il y a du rythme, et c'est vrai qu'il y a toujours un petit twist à la fin qui fait mais non, mais là j'étais bien, et pourquoi et donc on a quand même envie d'aller jeter un œil à ce qui se passe dans le chapitre d'après. Et d'autant plus, Ouais, ouais. ne croyez pas que vous aurez des chapitres très très longs, et comme tu dis, et c'est important, on n'est pas sur de la description de trous de serrure pendant 19 pages du tout, parce que je déteste ça, donc si c'était le cas, je pense que j'aurais arrêté, parce que oui, j'arrête des livres aussi parfois. Euh, on a aussi des chapitres très courts avec un autre personnage. Je sais pas si tu veux nous dire un mot sur ce personnage avant que je te pose une merveilleuse question, mais on peut pas trop en dire. Mais c'est le premier chapitre sur ce personnage d'Elsa, et donc je pense que c'est intéressant d'en parler un petit peu. Bah, en fait, on ne sait pas trop là qui c'est dès le départ. Tu vois, Mhm, ça arrive plus tard. mhm. Après, tu l'as deviné, peut-être, certainement. Bravo. Mais en fait, c'est un personnage qui nous parle de son enfance sous l'Allemagne nazie, qui est née le, l'année de l'accession d'Hitler au pouvoir, donc en 1933. Et, et, et que pour cette personne-là, bah, en fait, c'est normal. En fait, à travers ces chapitres que je dissémine tout au long du roman, des chapitres assez courts où cette personne parle à la première personne en plus, euh, l'idée c'était de montrer aussi que selon le contexte et comment on est élevé, il y a des choses qui nous paraissent normales qui pour d'autres paraissent anormales. Donc en l'occurrence là, pour une personne qui est née en 1933 en Allemagne et qui a toujours vu Hitler dans tous les coins, à la radio, à la télé, dans des défilés, que même pour se dire bonjour, c'est même pas bonjour, mais c'est Heil Hitler, le mot Hitler est prononcé, ça devient une norme. Mais pour nous, ou pour des gens de l'époque qui n'étaient pas allemands, c'était quelqu'un, un environnement brutal et antisémite, raciste, violent, guerrier. Mais pour des enfants qui ont été biberonnés à ça, en fait, c'est la norme. Et en fait, à travers ça, je voulais parler de qu'est-ce que la norme et qu'est-ce que la normalité. La banalité du mal, comme disait Hannah Arendt, c'est que il y a des choses qui peuvent nous paraître horribles et
et qui pour d'autres en fait sont normales. Et donc le monde n'est pas tout blanc, tout noir. Et mes personnages ils sont gris en fait. Il n'y a pas de gentils et de méchants. On a chacun une raison ou une manière d'être et une bonne raison pour être ce qu'on est. Et ça excuse rien, mais ça explique en fait. Voilà. Et donc, moi, c'est vrai que quand je lis ça, alors je tiens à vous dire, on parle de normalité à un moment précis. Ça me faisait penser à une chanson de Jean-Jacques Goldman, né en 17 à l'Edelstadt. On est un peu là-dedans, et ce sont des chapitres très très courts qui mettent des petites claques comme ça, parce que on lit des choses qui, en tout cas pour moi, ne sont pas du tout normales. Et c'est passionnant de se dire, oui, mais pour cette personne-là, si, et il n'y a pas de filtre. C'est très très puissant comme chapitre, c'est très court, mais c'est très puissant. Et ça, on voit des petits uppercuts comme ça, uppercuts au moment où on était bien installé. Et c'est très intéressant au niveau du rythme. Donc vous verrez, quand vous le lirez, je n'en doute pas, vous verrez, c'est très très intéressant aussi au niveau du rythme. Une autre chose qui, moi, m'intéresse, et on en parle de temps en temps sur cette chaîne, parce que il y a aussi deux écoles, non, il y a tellement d'écoles, dans la surenchère de la violence, dans le nombre de morts qu'il peut y avoir dans un livre, ou dans une série, ou dans un film, ou dans n'importe quoi. Ici, on est sur une économie de morts, c'est-à-dire que tout part de cette tempête dont tu parlais. On a ce petit corps auquel il manque des morceaux, et on part de là. Et c'est vrai que c'est assez... c'est un point de départ qui va pas dans la surenchère. C'était quelque chose d'important pour toi. Je sais que certains auteurs qui sont passés ici ont pris ça vraiment aussi à cœur, de dire on en a un peu marre des artistes, peu importe dans quel domaine ils sont, qui se sentent obligés d'en faire des tonnes pour être dans du spectaculaire. Et on peut faire des choses spectaculaires ou intéressantes avec finalement moins de moyens au départ, en termes de mort, en tout cas. Ouais, l'idée c'est que... moi je suis un grand dévoreur, un grand lecteur de polar, et j'ai constaté quand même que il y avait pas mal d'auteurs qui justement utilisaient cette technique, on va dire, de mettre du sang partout jusqu'au plafond, avec des moyens très imaginatifs, hein, pour tuer les gens, bravo. Mais que c'était trop, en fait. C'était gratuit, c'était limite voyeuriste. Ou alors, il faut vraiment bien le faire. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de nous en mettre du sang jusqu'aux genoux et qu'on se dise « Ah ouais, là, c'était utile. » Donc, moi, j'ai voulu un peu prendre le contre-pied de tout ça et plus jouer dans la pression, dans le stress, dans une ambiance un peu... voilà, et puis que les gens, les lecteurs se sentent... se disent que ça pourrait leur arriver, que ça soit crédible, en fait. Quand il y a trop de sang, trop de boucherie et tout ça, c'est pas à tout le monde que ça peut arriver. Par contre, ton enfant qui meurt, ça peut t'arriver. Et qu'il ait des morceaux en moins. Toi, en tant que parent, enfin moi, je vois, j'ai des lecteurs qui sont parents, hein, évidemment. Ça les a touchés, ça. Ils ont eu une réaction de parents qui était assez intéressante. Ensuite, bon, j'ai pas que des parents en tant que lecteur, mais d'autres, voilà, ont été touchés par le fait que il y ait pas toute cette surenchère d'hémoglobine, d'eau brisée et puis de membres arrachés qui parfois ne servent pas le récit et que au bout d'un moment, tu as envie vite que le livre se finisse, quoi, en fait. Eh ben moi, j'ai envie qu'il se finisse, mais pour d'autres raisons, tu vois. J'ai envie de savoir ce qui se passe à la fin. On en parlait un petit peu en préparant ta venue ici. Les salons du livre sont importants pour les auteurs. On en parlait avec Petroni aussi juste avant. Est-ce qu'on te voit beaucoup en salon ?
moi j'ai l'impression qu'on ne te voit pas assez. Donc on va en profiter pour passer un petit message, je pense. Oui, alors une petite annonce, tant qu'on Mais y est. évidemment, mais Mais c'est important pour toi les salons, ça représente quoi? en fait, moi, mon livre, il est sorti en juin dernier, donc de fait, mon éditrice, sur le coup, et puis je suis pas connu, hein, et mon éditrice n'a pas vraiment eu la possibilité de m'inscrire dans des salons. De ce que j'ai cru comprendre, c'est quand même 1 an à l'avance avant de pouvoir éventuellement participer. Voilà, moi j'aimerais être à l'Iris Noir là à la fin du mois, ou j'aurais voulu être à Cognac, en plus d'être un artiste. Euh, mais euh, mais c'est voilà, c'est quelque chose qui, les salons que j'ai fait cet été, parce que j'ai fait des salons, j'ai fait celui de le salon du livre de Nice pendant 3 jours, qui est un gros salon. J'ai fait celui de Vence, j'en ai fait d'autres un peu plus confidentiels en région PACA, et la rencontre avec le public. D'une part, c'est vraiment avec des lecteurs, c'est vraiment super. Enfin, c'est un moment de convivialité que je trouve vraiment essentiel. Et puis rencontrer d'autres auteurs aussi, parce que ça nous nourrit, ça nourrit l'expérience. Euh, on rencontre des gens vraiment très, très sympas. Et voilà, c'est pas faire des salons pour. À la limite, je crois même que c'est pas là qu'on vend des livres. Bon, on en vend évidemment, mais moi, je suis pas Bernard Minier au salon du livre de Nice, par exemple. Il y avait 2 heures de queue pour avoir. Il était en face de moi, et moi, j'étais là. Ouais, un jour, peut-être, bientôt. Mais l'idée principale, je crois, dans les salons du livre, euh, c'est rencontrer les gens. Voilà, c'est surtout ça, pouvoir échanger. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Donc après, si je vends en plus, tant mieux. C'est la cerise sur le gâteau. Mais j'aimerais aussi, ce que j'aimerais, voilà, c'est participer à des salons du polar pour rencontrer mes alter ego, pouvoir discuter avec tous ces gens que j'admire et qui sont voilà, comme enfin Pétronille, Céline Dangean, enfin toutes les Célines, que ce soit Céline Dangean ou de Rohani, ou toute la bande des Louves qui sont incroyables, et les auteurs comme Cédric Cyr, Mathias Copin. Enfin, voilà, je pourrais passer 2 heures à te citer tout un tas de gens que j'aimerais rencontrer et que je vois régulièrement sur les réseaux, et qui sont en salon et qui ont l'air de passer plutôt un bon moment. Enfin, toi, tu le sais puisque tu y es aussi dans ces salons, et bon, j'ai déjà la chance de te rencontrer à ce niveau-là par le biais de la boîte, et j'espère bientôt en live. Bah écoute, j'avais peur que tu ne me cites pas. Non, je plaisante. C'est pour rire, il est tard, j'ai le droit. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que pour vous qui écoutez aussi, alors je confirme, hein, pour beaucoup de salons, en tout cas les plus connus, et je parle du polar parce que c'est ceux que je connais le mieux, il faut s'y prendre. Oui, on est, à mon avis, à l'heure actuelle, en train de faire la liste des auteurs présents pour 2023, et pour certains salons encore plus loin. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de se placer. Et puis, vous avez des gens qui sortent des livres chaque année, et donc c'est un peu parfois automatique, vous avez les mêmes qui reviennent. Alors les organisateurs essayent de varier les plaisirs, de faire venir ceux qui ne sont pas venus l'année avant. C'est très compliqué, enfin, vous les avez parfois ici dans la boîte, hein, qui expliquent tout ça. Mais les salons, c'est, comme tu disais, aussi l'occasion pour toi de rencontrer les lecteurs, mais pour les lecteurs de rencontrer d'autres auteurs que ceux qu'on a l'habitude de voir dans les salons. Et moi, ça me frappe parce que on se connaît parce que on m'a parlé de toi dans un salon où tu n'étais pas, puisque c'est Gaëlle Perrin qui m'a parlé de toi. Et ce livre, sans elle, je l'aurais pas lu. Et très franchement, il a rien à envier à des livres de gens qui sont dans les salons avec moi, très connus. En fait, il y a une très très grande qualité pour des gens qui ne sont pas toujours dans les salons, mais le nombre de places est limité. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, donc moi je vous le dis, hein, alors on va faire une suite de pétitions, j'ai l'impression, mais franchement, je ne serais pas du tout étonné de te croiser dans un salon polar.
tu aurais largement ta place à nos côtés. Et parfois ça va, ça vient. Moi par exemple, je vais un peu disparaître à mon avis des radars parce que j'ai pas écrit depuis quelque temps. Donc je laisse bien volontiers la place à des gens comme toi qui ont écrit d'excellents livres. Et je te le souhaite vraiment. Donc s'il y a des gens qui organisent des salons qui m'écoutent ce soir, eh bien allez-y, c'est un conseil. Ou en tout cas, lisez Miam et puis faites-vous votre avis. C'est finalement le meilleur moyen. Mais tu n'as pas écrit que ça. Et on va tout doucement terminer, mais on va terminer lentement quand même en parlant de tes autres ouvrages. Moi, il y en a un que... Allez, je suis fan de la couverture déjà, encore une fois. Et tu vas nous expliquer un peu de quoi ça parle. C'est le dico d'un râleur à la machine à café. Tu m'expliquais un peu l'historique qui a fait que ce livre existe. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Et je vous mets la couverture pendant ce temps-là. Eh ben, c'est pendant le confinement. Euh, en fait, j'étais en train de râler tout seul. Parce que j'aime bien râler des fois. Et, euh, et je me suis dit, tiens, mais tes râlages, je ne sais pas si le mot existe, mais on va dire que oui. Tes râlages, et pourquoi tu les coucherais pas sur papier? Et après, au niveau du format, bah, c'est venu assez naturellement, en fait, de faire comme un dico, donc une lettre, un râlage, et, et l'écrire, le défi, c'était, j'en écrivais un par jour. Donc en gros, le bouquin, je l'ai écrit en 26 jours. Et pourquoi dico d'un râleur à la machine à café? Parce que en gros, ça m'a rappelé, enfin, à une époque lointaine, j'ai travaillé en open space dans des grandes entreprises. Et puis, bah, c'est là où ça se défoule, hein, c'est le point d'eau où tous les animaux sauvages viennent. Il y a une sorte de Pax Romana où personne ne se bouffe entre eux. Tout le monde râle. Et puis après, le râlage disparaît avec le gobelet en plastique dans la poubelle pour retourner à son travail d'esclave. Donc, l'idée du titre, en fait, c'était ça, c'est les, le fait de râler à la machine à café sur des sujets, sur tout et n'importe quoi. La connerie qu'on a vue la veille à la télé, la politique du gouvernement, la dernière chanson à la mode ou je ne sais quoi. Donc voilà, je suis parti sur ce délire-là. Et puis bah, chaque jour, j'écrivais voilà, pour la lettre A. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Où je parle d'un clip en fait de Michel Fugain qui m'a interpellé, que j'ai vu. Et d'ailleurs, j'invite les gens, enfin ceux qui vont lire ce livre, à regarder ce clip parce il est quand même très bizarre. Et la lettre M, c'est pour le morpion. La lettre Z, c'est la Zumba. Euh, voilà. Donc, et puis je délire sur 4-5 pages comme ça. Et puis je l'ai mis après. Je l'ai même pas proposé à des maisons d'édition parce que bon. Donc je l'ai mis sur Amazon en auto-édition. Et puis bah apparemment, enfin, des quelques retours que j'ai eu, ça a plu, ça fait marrer les gens. Donc c'est l'essentiel. Donc les gens se marrent. Après Donc, voilà, si je peux apporter ma petite touche de bonheur, je suis content. le café du commerce, mode open space. Salut Raphaël, merci beaucoup pour ta présence. Bah oui, tout doucement. Puis il y a un autre livre, et bah, vous allez voir, de nouveau le titre est exceptionnel. ça a l'air d'être ta marque de fabrique aussi, puisque... Oui, c'est important les titres. C'est important les titres. Au top, Christophe nous dit... Alors... Oula, Schmudesign. Je sais pas comment on prononce, pardon. Pardon, puis il est tard. Ah. Et mes petits yeux fatiguent. Alors, attends, Schmudesign ou Schmudesign ou Schmudesign. Mais dis-nous. C'est Nicolas. Non. Ah non. Ah mais ça on sait pas. C'est Franz Koenig. Les gens sont anonymes. Le Big Bazar de Fugain, oui. C'est comme ça, oui. Super. Bah, j'en suis pas trop mal sorti. Bonsoir, bienvenue, merci pour le premier message. Je disais un autre livre avec un titre tout aussi original. C'est La valse des nantis sur un guéridon en bois. Je vais vous mettre la couverture. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Bah là, c'est cette histoire, en fait, c'est un gars qui s'appelle Jean-Philippe qui sort de prison. Il a passé 8 années de prison
pour le meurtre de son meilleur pote. Sauf que lui, il clame que c'est pas lui, c'est un autre gars, et il décide de partir à la recherche de cet autre gars pour se venger. Donc là, l'histoire est quand même sexe, drogue et rock'n'roll. Là, il y a du cadavre, mais jamais gratuit, hein. Les gens meurent pour des bonnes raisons. Et, euh, et le titre, en fait, c'est parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même il y a des organisations un peu supranationales, des gens qui sont au-dessus des lois, des nantis, et qui font ce qu'ils veulent. Donc la valse des nantis, c'est que bah, eux, ils dansent pendant que pendant que nous, on trime. Et sur un guéridon en bois, en fait, c'est référence à ma grand-mère, à feu ma grand-mère qui dansait la valse avec ses amis masculins de l'époque sur un guéridon en bois. Voilà. Donc vous imaginez, un guéridon, c'est pas grand. Et ils arrivaient à être à deux là-dessus et à danser la valse. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à ma grand-mère, qui n'a pas grand-chose à voir avec, avec l'histoire. Mais c'est pas grave, parce que le titre, il accroche, et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est important. Et puis on reste dans la danse avec un autre de tes livres. C'est un recueil de nouvelles. La polka des mandibules. Et, ouais. Alors ça, c'est un recueil de nouvelles que j'ai publié après, enfin pareil en auto-édition, après avoir écrit La valse, et je me suis dit tiens, je vais rester dans la danse, comme tu le dis. Et la polka des mandibules, alors c'est de l'argot. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la polka des mandibules, c'est le bruit que font euh, les, les gens quand ils mastiquent à table, quand ils mangent. Ça, c'est la polka des mandibules. Voilà. Donc on aura appris une chose ce On soir. aura appris plein de choses ce soir. Encore une fois, salut David, merci beaucoup. Et très bonne fin de soirée. Mais tu disais, il y a de l'auto-édition, il y a l'édition oui. Avec Miam. Je vais remettre la couverture de Miam, parce que c'est quand même pour ça que tu étais là. Ça fait quoi de passer de l'un à l'autre? On va terminer avec ça. Enfin, après, avant le mot de la fin, bien évidemment, mais sauf s'il y a d'autres choses que tu voulais nous dire. Mais voilà, ça te lance sur autre chose, finalement, avec cette maison d'édition des livres et du rêve. C'est quoi ton rêve? Mon rêve, de pouvoir en vivre, ça, ce serait bien. Après, bah, comme disait Pétronille aussi, je vais parce que c'était très intéressant son passage, la constance, faut la niaque, pas lâcher le morceau. Effectivement, enfin moi ça fait 20 ans que j'écris. J'ai commencé par des nouvelles, j'ai commencé par la BD, ensuite je suis passé aux nouvelles, ensuite mon premier roman, il a été édité à compte d'auteur. Donc de là après je suis passé à l'auto-édition. Là maintenant je suis avec une maison d'édition, donc il y a une évolution. Après, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Moi, ça allait bien de faire de l'auto-édition à une période où, en fait, je vivais en Espagne, donc pour aller dans les salons, pour faire des librairies, et c'était pas possible. Donc, ça m'allait bien de faire de l'auto-édition. Là, j'ai décidé de revenir un peu plus longtemps en France. Donc, c'est pour ça que j'ai tenté ma chance avec des maisons d'édition, et puis bah, des livres et du rêve ont répondu présent, et je remercie encore Angie. Donc du coup, ça me permet aussi d'avoir accès à des salons, d'avoir malheureusement une certaine crédibilité par rapport aux libraires, par rapport aux salons, par rapport à des interlocuteurs qu'on n'a pas, hélas, avec l'auto-édition, alors qu'il y a des très bons auteurs dans l'auto-édition. Mais voilà, c'est institutionnel, on va dire. Tu es dans une maison d'édition, donc tu as été élu par un comité de rédaction, donc
si on t'a édité, c'est que t'es bon, ou du moins, c'est que t'es censé être pas trop mauvais, et ça t'ouvre plus de portes, on va dire, que l'auto-édition. Après, le retour au niveau des sous, c'est pas les mêmes. Euh, En auto-édition, c'est 70% que tu prends. Par contre, c'est toi qui dois faire ta promotion, c'est toi qui corrige, c'est toi qui fais la mise en page, la maquette, tout ça, c'est toi. Avec la maison d'édition, tu as un certain confort où tu n'as pas vraiment à t'occuper de ça. On te demande ton avis, évidemment, et ton avis compte, mais c'est pas toi qui met les mains dans le cambouis pour tout ce qui concerne cet aspect technique en fait de la création du livre, même au niveau des contacts avec les salons ou avec les librairies, même si tu peux le faire, et moi je le fais, je contacte les librairies pour essayer de faire des dédicaces, mais voilà, tu es quand même bichonné avec une maison d'édition que en auto-édition, évidemment, tu n'as pas ça. Et puis, on entendra encore parler de cette maison d'édition, ça, vous pouvez me faire confiance, des livres et du rêve. Puis toi, Christophe, tu as des livres, tu as un rêve, en vivre, et puis d'être invité dans les salons, j'espère vraiment que ce sera le cas. En tout cas, je me réjouis de pouvoir te croiser à l'occasion, je l'espère vraiment. Je te remercie aussi, j'espère aussi, oui, d'avoir été avec nous. Je pas trop qu'on est dans les remerciements. Merci pour le follow à Shmu Design. Merci beaucoup, ça nous soutient beaucoup et ça me fait plaisir. Ça montre qu'on passe des bonnes soirées ici et que tout ça a beaucoup de sens finalement, comme je le lisais dans vos messages tout au long de cette soirée. Donc merci infiniment à vous. Merci aussi à ceux qui réécoutent en replay, on ne vous oublie pas. On sait que tout le monde n'est pas libre le jeudi soir et vous comptez aussi beaucoup pour ce projet. Il était une boîte, cher Christophe. Je vais évidemment te laisser le mot de la fin avant de refermer le couvercle. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous ce soir? Déjà te remercier de m'avoir donné cette opportunité. C'était vraiment très sympa et une bonne expérience que j'espère qu'on aura l'occasion de recommencer aussi. Si tu as besoin de quelqu'un pour combler un trou dans la boîte à l'avenir, n'hésite pas à faire appel à moi. Et merci à ceux qui ont suivi aussi dans le chat. Merci aux lecteurs, évidemment. Sans eux, pas de lecteurs, pas de livres, ça c'est clair. Merci les blogueurs qui font un travail vraiment de dingue. Réussir en quelques lignes, en fait, à donner envie, et tout ça par pur altruisme, en fait, par passion. Ça, c'est vraiment c'est fort, et vraiment merci à eux. Leur retour, en plus, ça fait du bien, ça fait toujours plaisir. Des fois, il y en a et ça leur plaît pas, mais c'est pas grave. Au moins, on les a marqués, on les a touchés, et c'est l'essentiel. Et puis, j'espère qu'on continuera de communiquer, qu'on se verra sur des salons, sur les réseaux aussi. Moi, je suis assez présent sur Facebook et sur Insta, donc n'hésitez pas à me contacter juste pour discuter, pour me dire ce que vous avez pensé de mon bouquin, et puis une bonne soirée et une bonne nuit à tous. Bonne nuit les petits. Et vous avez, et les grands aussi, vous avez dans le chat, vous avez les liens vers tes réseaux sociaux dont tu parlais, Instagram, Facebook. On vous a aussi mis le lien pour commander les livres de la maison d'édition, et notamment les tiens, enfin le tien, Miam, qui vient de sortir ici en juin, c'était il n'y a pas très longtemps. Donc c'est comme si c'était hier. Tout frais. C'est tout frais, parce qu'un livre, ça vit très longtemps, en fait, en vrai. Enfin, c'est vous qui décidez, ça. Agrippine, la jeune, nous dit merci, ce chat avec les auteurs donne vraiment envie de faire un tour en librairie. Eh bien, là c'est fermé, mais demain, ce sera évidemment une très très bonne idée. Dis-nous ce que tu as été trouvé en librairie, ça m'intéresse toujours. Et merci pour vos messages.
Christophe, tu me remerciais, à moi aussi de te remercier parce que je passe un très bon moment avec ton livre. Je le dis quand je le pense et je vais le finir, Merci. bien évidemment, puis on en reparle entre nous, mais vraiment, c'est un très 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 chouette moment, une belle découverte. Et puis, au-delà de boucher des trous, parce que c'est très sympa de ta part, mais non, je t'inviterai avec grand plaisir pour des tables rondes. Quand tu sortiras le prochain, eh bien, tu seras le bienvenu ici, sache-le. Et moi aussi, je te souhaite une très bonne nuit. On va conclure gentiment tout ça, mais voilà, merci d'avoir été avec nous. Je pense que ça a vraiment passionné les gens qui étaient là, et je le vois dans vos messages.